Du coup, je pense qu'on peut commencer le podcast. Bienvenue Victoria pour ce nouvel épisode du podcast. Je suis très content de t'avoir. On va parler de ton expérience en patinage artistique principalement. À quel âge t'as commencé à faire du patinage artistique? Est-ce que c'était assez tôt ou tu t'y es pris un peu plus tard? Merci de m'accueillir. Je suis très ravie de faire partie de ton podcast. En fait, euh, j'ai commencé à patiner quand j'étais très petite parce qu'il y avait toujours soit ma sœur, soit mon père qui m'a emmenée à la patinoire pour patiner le week-end. Et j'ai toujours aimé la glisse sur la glace. C'était un sentiment très particulier. Mais c'est qu'à 9 ans où j'ai vraiment commencé à faire des cours et à m'entraîner vraiment à faire des compétitions. Ok, ok. Avant, tu t'avais commencé, mais c'était pas, tu faisais pas encore des cours, c'était pas encore soutenu, quoi. C'est- Oui, voilà, c'était pour le plaisir, c'était pour avoir quelque chose à faire le week-end, de Hmm, faire quelque chose en plein air. Euh, hmm. Mais, oui, tu vois, en Autriche, c'était soit le ski, soit le patin à glace. Et donc, du coup, oui, moi, c'était beaucoup le patin à glace. hmm. Il faut dire aussi que normalement, les petits-enfants, ils commencent à patiner, à prendre des cours vers 3, 4 ans déjà, donc assez tôt. Donc, pour moi, c'était vraiment assez tard de commencer ce sport en tant que sport compétitif. Hmm, hmm, hmm. Ok. C'est vrai qu'en Autriche, ça reste une discipline assez répandue finalement, enfin assez assez partagée, je pense. Le patinage artistique, Euh, peut-être par rapport à d'autres pays, j'imagine. Enfin, le ski, je sais que c'est quand même assez assez important. le patinage artistique, non, en fait, non. On a eu Ah, des champions olympiques, des champions du monde, des champions d'Europe, mais ça date déjà d'une trentaine d'années, il faut dire. Et en fait, les Autrichiens aiment beaucoup aller patiner, toujours, mais le sport à haut niveau, même dans le patinage artistique, c'est plus vraiment quelque chose de très répandu. Je dirais même que parfois, on manque un peu d'intérêt en Autriche pour ce sport. ah, ok, ok, ça Oui, marche. ce qui est dommage, en fait, parce que c'est un sport très intéressant, c'est quelque chose de très physique, mais en même temps quelque chose de très artistique aussi. Hmm, hmm. Ok. Et du coup, à partir de 9 ans, c'est là où tu as continué à prendre des cours. Et après le lycée, après que tu aies eu le baccalauréat, t'as, t'as, t'en as fait pendant quelques temps de façon assez soutenue, c'est ça? J'ai vu que tu avais participé à des compétitions. Oui, voilà, donc en fait, j'ai vraiment découvert la vie compétitive quand j'étais encore au lycée, quand j'avais 14-15 ans. Et de là, j'ai commencé à découvrir de plus en plus ce monde du patinage, ce monde un peu différent, disons, Mhm. du monde des lycéens qu'on connaissait tous. Et puis oui, j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus et de faire de plus en plus de compétitions. Et il faut dire aussi que après le lycée, quand j'avais vraiment terminé l'école, je me suis entraînée pendant 25 à 30 heures par semaine. Ah, Donc ok, c'était ok. vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire, qui m'a beaucoup passionnée et que oui, j'ai fait pendant beaucoup d'années, en fait, presque 20 ans, un peu plus de 20 ans. Hmm. Ok. Mais tu faisais tes études en même temps après le lycée ou tu t'étais focalisé sur les entraînements? Oui, j'étais focalisée bien sûr sur mes entraînements, mais mes parents ne voulaient jamais que j'arrête de faire quoi que ce soit à côté du patinage parce qu'on ne sait jamais, tu sais, une blessure ça arrive plus vite que l'on pense. Et si jamais je m'étais blessée et que cette carrière sportive aurait eu une fin brusque, disons, Hmm, hmm. mes parents voulaient toujours que j'ai autre chose aussi dans ma vie. Ok. Et, euh, et pendant ces années-là, les premières années après le lycée, tu as participé à des compétitions. Euh, quelles sont-elles exactement? Je sais qu'il y a plusieurs compétitions pour le patinage artistique, il y a les Jeux Olympiques, etc. Mais quelles sont les Mhm. compétitions auxquelles
auxquelles tu as participé? J'ai commencé bien sûr par les compétitions nationales, les championnats de Vienne, les championnats d'Autriche aussi, puis aussi pour participer à des compétitions interclubs, voire internationales aussi. Ok. Et comment ça se passe quand on veut faire du patinage artistique? Est-ce qu'on doit avoir un manager? Est-ce qu'on doit identifier un entraîneur? Ça se passe naturellement lorsqu'on rejoint, je sais pas, un club de patinage artistique? Comment se fait ce passage-là, cette prise en charge pour faire ce métier à 100%? Donc, la plupart du temps, les enfants commencent à prendre des cours en groupe. Puis, après quelques temps, s'ils aiment faire ça, ils vont prendre des cours particuliers avec un entraîneur du club. Ils vont rejoindre un club après. Et puis, non, manager, non, pas vraiment. C'est juste au niveau très, très, très haut où tu as vraiment un manager qui va s'occuper de tes affaires. Mais en Autriche, encore une fois, comme c'est un sport plutôt euh, pas trop répandu, une de mes meilleures amies était aux Jeux Olympiques. Elle était 6 fois championne d'Autriche. Et c'était sa mère, en fait, qui organisait tout pour elle, qui était sa manager. Ok, Donc, nous, c'est plutôt niveau club, niveau entraîneur qui organise toute ok. cette vie autour des Mm, compétitions et autour mm. des entraînements. Et du coup, toi, t'as pu représenter l'Autriche pour certaines compétitions? C'est bien ça? Oui, Oui. Mm. j'ai fait beaucoup de compétitions interclubs et beaucoup de compétitions internationales. Et je vais dire que la compétition la plus intéressante que j'ai faite, c'était à Abu Dhabi Ok. en 2018. Pour moi, c'était un peu fou d'avoir une patinoire au milieu du désert parce que le patinage reste quand même un sport d'hiver et la saison de patinage est aussi la saison d'hiver, ça commence en septembre, voire octobre, et va jusqu'en mars, avril. Mm. Donc là, du coup, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau d'aller dans un pays étranger où il faisait presque été et de faire une compétition de patin. Ok. Et finalement, t'en as fait combien d'années? Parce que là, actuellement, est-ce que tu continues à faire du patinage artistique au niveau compétition, ou bien tu t'es un peu désengagé de ce chemin? Euh, je me suis jamais désengagée du patinage, Hmm, mais j'ai arrêté ma carrière compétitive en novembre dernier parce que je pensais que c'était le bon moment d'arrêter avec la crise du Covid. C'était un peu difficile de s'entraîner parce que tout au début, au mois de mars, les patinoires étaient fermées pendant 8 semaines, 10 semaines, et on a dû reprendre les entraînements à terre, vraiment essayer de faire les sauts à terre sans les patins. Certains, on en fait du patin en roulette. Euh, hmm. mais il fallait reconsidérer tous les entraînements et c'était difficile. Donc après, j'ai pu reprendre les entraînements au mois de mai. Euh, mais après aussi, c'était bizarre. J'avais un peu le sentiment de qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment toujours quelque chose que j'ai bien aimé faire, même les compétitions, et même si c'était très physique et qu'on était fatigué après toute une saison de compétition où on était dans des lits d'hôtel différents chaque semaine, on voyageait vraiment beaucoup. Mais là, cet été, c'était complètement le contraire. C'est pas que j'ai perdu le plaisir, mais c'était plus la chose qui m'intéressait le plus, disons. Ça avait à faire avec des problèmes privés aussi. Ma mère est décédée au mois de janvier dernier, et donc là aussi, c'était difficile, même si le patinage était vraiment la chose qui m'a aidée à traverser cette période très difficile. Ok. Et donc là, j'ai aussi fait une formation pour être spécialiste technique. Ce sont les gens aux compétitions qui vraiment évaluent les sauts et les pirouettes que font les patineurs sur la glace.
et à base de quoi tu auras ton score. Et donc là aussi, j'étais toujours très passionnée. Je savais qu'à un moment donné dans ma vie, j'allais être spécialiste technique. Et au mois d'octobre, quand j'ai passé l'examen et que j'ai vraiment bien réussi, c'était le moment pour moi où j'ai dit, bon, ça suffit, terminer la carrière de sportive active et bonjour la carrière de professionnelle, de spécialiste technique. Ok, ok. Du coup, c'est le Covid qui, ouais, qui t'a un peu démotivé puisque les compétitions étaient un peu à l'arrêt, entre autres, parce que les compétitions étaient un peu à C'était l'arrêt. un, Et c'était du un coup, peu le mélange de tout. tu t'entraînais, mais du coup, quand tu sais pas s'il y a vraiment une compétition qui va arriver, qui aura lieu, tu perds un peu peut-être la motivation, hein. Bah, Euh, comme cette période de confinement a commencé quand la saison était déjà terminée, c'était plus vraiment le manque de compétition. Mais c'était en fait ce que j'avais prévu, c'était d'arrêter les compétitions au mois de décembre dernier, après les championnats d'Autriche qui avaient lieu à Klagenfurt, en Carinthie. Euh, mais puisque j'ai passé une période assez difficile après, au début de l'année 2020, hmm, euh, c'était tout un mélange de différentes choses qui m'ont fait reconsidérer la carrière active. ok, ok. Et sinon, c'était vraiment avant que tu aies décidé d'arrêter pendant la période, on va dire, de 18 ans à 28, 28 ans, tu étais vraiment assez focalisé sur le patinage artistique, même si tu faisais des études, tu m'avais dit au tout début, c'était Mhm. vraiment ça te prenait quasiment tout son temps, hein, le, le patinage artistique, hein. Ok, ça marche. Sinon, j'avais une question, parce que quand on est patineur artistique, on n'est pas obligé finalement de faire de la compétition. On peut Mhm. être dans une troupe, faire des spectacles, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te plaît aussi, que tu as déjà pu faire, que tu envisages de faire également, ou pas? Oui, c'est en fait vraiment quelque chose que j'envisage de faire. On aurait dû avoir un gala au mois de février, mais qui a dû être annulé à cause des confinements. Mais du coup, il n'est pas annulé, mais il est repoussé au mois de décembre. Et j'ai vraiment beaucoup d'envie à faire ça aussi, quelque chose de complètement différent, en fait, quelque chose que j'ai jamais connu, que j'ai jamais fait encore, mais de pouvoir patiner sans pression, Hmm. Ah, sans être, voilà, sans être oui, jugé, c'est juste pour le plaisir des, ouais. exact, exact. Mhm. Ok. Ok, bah oui, c'est vrai qu'il y a des spectacles, voilà, de patinage artistique sans qu'il y ait de la compétition, ça peut être super intéressant. Oui, Ici, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés soit avec Holiday on Ice, soit avec Disney on Ice, qui font des tournées aux États-Unis. Mais là, eux aussi étaient bloqués par la crise du Covid et ont tous dû arrêter à cause de ça. Et j'espère vraiment que ça pourra reprendre dans quelques mois. ok. Et comment se passe la notation par rapport au patinage artistique? C'est très encadré, il y a vraiment tout qui est évalué. Quels sont les critères un peu d'évaluation par rapport pour distinguer voilà, une prestation excellente d'une prestation qui serait bien mais pas excellente? En fait, c'est quelque chose de très compliqué, même de mathématiques, disons. Euh, C'était après les Jeux olympiques de 2002 où il y avait un scandale avec la notation où deux couples de danse sur glace, je pense, euh, ont terminé dans la même place. Je me rappelle plus trop parce que c'était pas encore trop la période où j'ai suivi le patinage artistique. Mais après ça, on a décidé dans l'Union internationale du patinage de réformer le système de notation. Et donc là, du coup, on n'a plus une note A et une note B, mais un score technique et un score de performance. Et le sport technique est défini par les spécialistes Mhm. techniques, comme j'avais dit, qui te définissent vraiment les éléments qu'a les pirouettes qui peuvent avoir
un niveau allant un niveau de base jusqu'au niveau 4. Pour les séquences de pas, la même chose. Et les sauts, et tout ça a une valeur précise, une valeur fixée. Et donc les sauts, soit les sauts simples, les doubles, les triples, les quadruples, ont tous une valeur fixe qui est déterminée par l'Union internationale du patinage et les pirouettes aussi. Enfin, et chaque niveau différent, le niveau plus haut va te donner plus de points. Même chose avec les sauts. Les sauts à plus de rotation, les quadruples, les triples vont te donner plus de points que les doubles ou les simples. Et donc, le score technique sera additionné. Même chose avec le score pour la présentation. Et le score de présentation, c'est vraiment très, très complexe à expliquer à quelqu'un qui s'y connaît pas. Et je vais faire de mon mieux pour expliquer. Mm. Le score de présentation, ça s'appelle les Program Components, où on a des transitions, donc ce qu'on fait des pas entre les éléments, entre les sauts, entre les pirouettes, qui sont notés aussi la performance, l'interprétation de la musique, qui est vraiment une note pour le chorégraphe plutôt, Juste pour la mais musique, aussi on a le droit de la choisir. Il y a pas, il y a une grande liberté pour le choix de la musique ou c'est un peu encadré. Parce que c'est souvent de la musique classique, j'ai l'impression. Ça peut être de la musique classique, je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais ça peut être de la musique classique, mais depuis 3 ans, je pense, on a droit à la musique normale, ouais. genre chantée aussi. Et il y avait de grands débats à cause de ça, parce que les gens disaient que oui, ça sera plus le patineur qui va intéresser les gens, mais ça sera plutôt la musique. Et donc la musique ira distraire les gens de la performance du patineur, mais c'était pas du tout le cas. Je pense que ça a donné un côté au patinage, un autre côté très, très intéressant. Et ça a vraiment ouvert la gamme de musique qu'on pouvait utiliser. Moi, mon dernier programme, j'ai patiné sur Imagine Dragons et c'était quelque chose qu'aussi les juges ont beaucoup aimé en Autriche. Hmm, ok. Ouais, un peu de modernité Mhm. par rapport à. C'est vrai que j'ai vu les vidéos, il y a pas mal de vidéos où c'était souvent de la musique classique, mais ça dépend, je pense que ça dépend vraiment. J'ai vu aussi des vidéos avec la musique, voilà, plus récente. Et Mhm. après, en fait, c'est agréable aussi juste pour ceux qui regardent le spectacle voilà, d'entendre une musique qu'ils reconnaissent, qu'ils connaissent et qu'ils aiment aussi. Je pense que c'est aussi un plus par rapport à voilà, une prestation où on connaît pas la musique. Mhm. Ok. Oui. Euh, Est-ce que toi, pour toi, c'était super clair la passion du patinage artistique ou tu aimais d'autres choses, mais peut-être pas autant que le patinage artistique pour le coup? Ou c'était quelque chose d'un peu évident pour toi lorsque tu as grandi? Ben, en fait, Ouais, c'était assez. personne ne m'a jamais poussé dans le patinage. C'était juste, en fait, j'ai commencé à prendre des cours parce que ma mère ne voulait pas que je me blesse en essayant de copier ce que faisaient les gens à la patinoire. Et j'ai toujours beaucoup aimé le sport. J'ai appris à skier quand j'étais petite. J'ai joué au volley aussi quand j'étais au lycée. Euh, oui, à un certain moment, j'ai dû choisir parce que, en fait, c'était mon coach de volley qui me disait, bah, écoute, le week-end dernier, quand on avait un match, tu es parti en disant, il faut que j'aille patiner. Et jusqu'à ce moment, bah oui, jusqu'à ce moment, on était bien parti, on aurait pu gagner le match. Tu es parti, on a perdu. Donc voilà, le moment est venu. Il faut que tu décides, soit tu viens jouer au volley, soit tu vas patiner. En fait, c'était la pire des choses qu'il a pu faire parce que je lui ai dit, bon, allez, ciao, je vais patiner, je reviens plus au volley. Ah, Et c'était un peu là, ça mon coach de t'a. volley qui m'a fait choisir, disons. Ouais, en te posant la question, tu t'es rendu compte que finalement, c'est vraiment le patinage artistique que tu préférais par rapport au volley. Oui, parce que moi, j'allais partir sur faire un peu de volley, faire un peu de patin, mais vraiment étant devant le choix et de vraiment devoir choisir soit l'un, soit l'autre, bah, j'ai fait mon choix. Hmm. Ok, ok, intéressant.
Euh, Et maintenant, tu m'as dit, tu vas être vraiment technicienne pour la Oui, notation des. Ouais. je vais être spécialiste technique et en fait, j'ai déjà eu l'honneur d'être à une compétition nationale en tant que spécialiste technique et de voir cette compétition de l'autre côté, disons, de l'autre côté des bords. Et Hmm. ça m'a fait vraiment plaisir, même si j'étais un peu nerveuse au début où je m'étais dit, ah merde, c'est vraiment moi qui est qui est la personne à devoir juger, c'est moi qui est en charge en fait de ce qui va se passer. Il y a plusieurs personnes hein, Mais qui évaluent en même temps oui, pour. on est à trois, Ouais. un spécialiste technique, l'assistant du spécialiste technique et un technical controller qui est un peu euh, qui contrôle vraiment les processus de notation. Et si jamais le spécialiste technique et l'assistant ne sont pas d'accord, c'est lui qui va dire non, on va prendre cette direction ou l'autre. Et puis après, tu as les juges de 3 à 8, je pense. Ça dépend des catégories et de la grandeur de la compétition. Ok. Mais du coup, quand tu es spécialiste technique, en fait, t'es recruté au sein au sein de quelle entité? Est-ce que les personnes qui organisent la compétition qui recrutent les techniciens spécialistes ou c'est les équipes? Comment ça se passe? C'est Euh, c'est ceux qui organisent les compétitions qui ont besoin de spécialistes techniques, j'imagine. Parce que oui, les équipes, il faut. totalement. En fait, c'est la fédération autrichienne qui sait qui sont ses spécialistes techniques. Et si, par exemple, à cette compétition nationale, on a besoin d'un spécialiste technique, c'est la fédération qui va dire, écoutez, on a tel et tel qui pourrait venir. Et à la base de ça, ça sera l'organisateur qui va inviter le spécialiste technique ou les juges à venir. Ok, ok. Sinon, il y a aussi le métier de commentateur qui peut être intéressant. Je sais pas si ça c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, commenter les prestations. C'est, tu juges aussi un peu en live, mais pas de façon aussi technique et t'es sur le devant de la scène par rapport aux spectateurs, etc. Ça peut être intéressant ça. Oui, en fait, c'est En quelque termes de chose qui reconversion, m'a... ouais. Oui, c'est quelque chose qui m'a pas trop intéressée, disons, parce que j'aime bien garder mon avis à moi, sur le patinage en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire. Quand je regarde la télé autrichienne, quand quelqu'un fait ses commentaires sur les patineurs, il faut Faut rester essayer un peu de neutre, trouver ouais. des choses. Il faut rester neutre, évidemment, mais il faut quand même essayer de trouver quelque chose de positif. Il faut être enthousiaste aussi. Il faut essayer d'intéresser le public. Euh, Parce que enfin, j'étais toujours un peu déçue, disons, des gens qui ont commenté le patinage artistique en Autriche ces dernières années, parce qu'ils trouvaient pas vraiment la bonne intonation, motivation pour vraiment commenter ce sport comme il le faudrait, disons. Hmm. Je regarde beaucoup la télé russe Du coup, parce qu'il tu y mets a en beaucoup mute. il y a beaucoup de compétitions à la télé russe que je regarde et que je suis. Et les commentateurs russes sont vraiment beaucoup plus précis. Ils s'y connaissent mieux en patinage artistique, alors que les Autrichiens, ils s'y connaissent pas du tout. Donc, du coup, c'est un peu difficile aussi. Et non, en fait, non, c'est pas quelque chose qui m'intéressait trop. Mais d'autre part, j'ai commencé à m'investir aussi dans le journalisme, où j'ai commencé il y a 10 ans à suivre les grandes compétitions, les championnats d'Europe, les mondiaux et même les Jeux olympiques. Et j'ai commencé à travailler pour l'Union internationale du patinage et pour faire des interviews avec les patineurs après qu'ils aient patiné. Ah, ok. Ok. Mais toujours, en fait, tu voulais toujours quand même rester dans le milieu du patinage artistique, puisqu'en termes de reconversion, les sportifs peuvent vraiment changer du tout en termes de carrière. Toi, tu voulais quand même rester dans l'univers du patinage artistique en faisant voilà, des métiers qui sont proches Mhm. du, du patinage artistique. Ok.
Mm. Oui, tu vois, c'est un sport que j'aime beaucoup, c'est un sport qui me passionne toujours et même après avoir arrêté ma carrière active, compétitive, j'ai quand même jamais arrêté de m'entraîner, même cet hiver. Si j'ai eu le temps d'aller patiner une fois, deux fois par semaine, j'ai beaucoup aimé ça. Et oui, quand c'est quelque chose que tu aimes, qui te passionne, tu essaies vraiment de rester dans ton milieu, disons. Ouais, ouais, je comprends tout à fait, je comprends, Mm. je comprends tout à fait. Et ce qui te plaît le plus dans le patinage artistique, c'est quoi comme aspect exactement? Est-ce que c'est la glisse, c'est le fait de danser, c'est un peu de tout? Moi, je te retrouve sur le point de, par exemple, de la glisse. Moi, je fais un peu de skate et moi, je trouve ça Mhm. super agréable la sensation quand tu fais du skate parce que tu te sens libre en fait. Tu te sens beaucoup plus libre, je trouve, que quand tu marches. Et peut-être que ça, c'est aussi un aspect que tu apprécies en faisant du patinage artistique, cette sensation de glisse. Oui, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et en fait, c'est un sport tellement divers, avec tellement de mouvements différents, avec les sauts, avec les pirouettes, avec la glisse, avec les pas qu'on peut faire. C'est quelque chose d'unique qu'on peut pas imiter, même sur les patins à roulettes, on peut pas vraiment imiter le même sentiment qu'on a sur la glace. Hmm. Ok. Et même si on danse, enfin, on retrouve un aspect de danse, mais bon, ça reste complètement différent. Parce que la danse, j'imagine que c'est aussi un aspect qui te plaît beaucoup en faisant du patinage Oui, j'aime artistique. ça aussi, bien sûr, mais enfin, on a fait beaucoup de danse classique aussi, de ballet pour se préparer aux chorégraphies qu'on va faire sur la glace. Mais ce qui me manquait toujours, c'est un peu ce sentiment de glisse, de la Hmm, vitesse aussi qu'on peut prendre sur la glace, qu'on peut pas imiter sur un sol de parquet. hmm. Ok, ok, très clair. Hmm, ok. T'as beaucoup de personnes qui, j'imagine, enfin, arrêtent et font une reconversion euh, pour travailler dans d'autres métiers que être patineur ou patineuse artistique, j'imagine. C'est un peu le chemin que prend beaucoup de personnes, que prennent beaucoup de personnes. Parce que Hum, le fait, je sais pas si on peut rester en tant que patineur ou patineuse artistique, voilà, jusqu'à je sais pas quel âge. Peut-être que il y a pas mal de reconversions, j'imagine, également, Oui, en fait, avec c'est d'autres personnes un sport très jeune, disons, très parce que jeunes, la ouais. championne olympique des derniers JO en 2018 a 15 ans. Et les petites patineuses russes qui sont au niveau mais top mondial, elles ont entre 13 et 16 ans, oui, voire 11 ans parfois déjà. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est pas un sport qu'on fait pendant beaucoup d'années parce que le sport a tellement évolué au cours des dernières années et ça a pris un niveau un peu effrayant parfois, disons. Hmm, Et donc, du coup, il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons qui s'arrêtent déjà à un âge très jeune, voire 16, 17, 18 ans. Et plus vraiment normal qu'on patine aussi longtemps. J'ai quelques amis qui patinent encore, qui ont mon âge, mais sinon, les, les enfants, en fait, ils s'arrêtent très jeunes. ok, ouais, ouais. Parce que si on compare au ski, une carrière de ski professionnelle commence parfois à 18 ans, 19 ans. Et dans le patinage artistique, c'est en fait un âge où la carrière sportive peut s'arrêter déjà. Ok. Hmm, ok. Hmm. Je sais pas, j'essaie de trouver des questions encore intéressantes. Je sais pas s'il y a d'autres aspects peut-être que tu as envie de partager sur le patinage artistique que j'ai pas abordé, qui te viennent à l'idée. Euh, Ben, sinon, cette transition entre la vie compétitive en patinage artistique et la vie normale, disons, entre guillemets, que euh, la plupart de nous connaissent, c'est quelque chose de très, très, très difficile et il y a beaucoup de patineurs qui ont beaucoup de mal à vraiment
trouver cette transition entre la vie compétitive et une vie euh, normale. J'ai un peu l'impression de... T'es habitué ouais, à faire quand même des entraînements assez soutenus Oui, voilà. Et pendant en fait, avec une pendant fréquence un importante. grand nombre d'années, c'est ton coach ou ton équipe qui te disent tu as à faire ceci, tu as à faire cela et qui organise vraiment tous tes entraînements, qui te disent comment t'entraîner, quand t'entraîner. Et en fait, tu essaies de trouver du temps pour autre chose autour de tes entraînements. Et c'est un monde tellement différent de ce que vit la plupart des gens qui ont Oui, un travail oui, t'es normal, dans ta bulle. disons. Et je pense que ça, c'est similaire à toutes les professions où tu es amené à faire du sport de haut niveau, où tu es un peu dans ta bulle, tu as les personnes qui t'encadrent, tu as les personnes qui te disent quoi faire avec ton emploi du temps, avec un rythme assez euh, identique chaque jour. C'est vrai que là, quand tu passes à une vie un peu plus, on va dire, normale, Mhm. ça peut être un peu déroutant, ouais. Je comprends tout à fait. Mm. Et en plus, on se retrouve dans une situation où on n'a jamais été. Parce que à partir du moment où tu arrêtes ta carrière sportive, c'est vraiment à toi de faire tes choix, c'est à toi de trouver quoi faire, à toi de trouver une nouvelle profession et tu auras plus quelqu'un qui va te dire du matin au soir ce qu'il te faut faire. C'est vraiment quelque chose où certains gens tombent dans un trou, font même des petites dépressions Mm. parce que c'est un changement tellement radical et tellement grand Mm. que c'est vraiment pas facile aussi psychologiquement que physiquement aussi parce qu'on était habitué à faire 5 heures à 10 heures de sport par jour et que là, en fait, ça s'arrête. Et je connais pas beaucoup de patineurs qui d'un jour à l'autre disent bon, allez, ça y est, je m'arrête, je change de vie. Le patinage, c'est terminé, c'est dans le passé, mais normalement, ça prend vraiment un certain temps, voire des semaines, des mois, voire vraiment des années aussi, où les patineuses, les patineurs ont vraiment besoin aussi de reconsidérer leur situation et de vraiment euh, comprendre ce que ça veut dire. Ok. Oui, non, mais c'est vrai que ouais, quand tout changement, des fois, ça peut être un peu compliqué. On est aussi attaché à l'identité que l'on se crée dans sa tête. Et voilà, qu'on change de métier, ça peut être complètement déroutant. On se pose la question qui on est vraiment. On pensait qu'on était notre métier, la profession que l'on a, et ensuite, lorsque la profession s'arrête, ben ça peut être un choc assez fort. Et c'est vrai il faut prendre le temps aussi de se réadapter. Et je pense que ce qui aide aussi, c'est de faire les choses progressivement. Euh, on peut continuer à faire du patinage artistique juste pour le plaisir, juste pour soi, même si on fait pas ça de manière professionnelle dans des compétitions, par exemple. J'imagine que ça peut aider. J'avais une question qui me Oui. revient, c'était Mhm. par rapport au fait de faire du patinage en couple, en tout cas à deux. Ça, c'est quelque Mhm. chose que t'as testé ou pas? C'est un peu différent. C'est- je sais pas s'il y a l'alchimie qui joue aussi dans la notation. Dans Non, la ça c'est quelque chose notation. qui m'a jamais tenté parce que je ne ferai pas confiance à mon partenaire parce Oh que j'ai non, toujours peur qu'il me fasse tomber. faut Ouais, trouver la bonne non. personne. Faut trouver la bonne personne du coup. Oui, aussi, on manquait de garçons qui patinaient quand j'étais jeune. Donc, Surtout oui, féminin, voilà. Mhm. majoritairement féminin, ouais, quand même, le patinage artistique. Ouais. Mais je pense que ça doit Mhm. être différent parce que voilà,
tu dois être en harmonie aussi avec l'autre personne pour pouvoir délivrer une prestation intéressante. Et ça implique aussi l'importance des relations humaines. Et comme tu l'as dit, de la confiance, de créer cette Mhm. confiance-là, de s'entraîner aussi avec une personne en continu. Ok, du coup, toi, de ton côté, c'était la confiance. Après, il faut trouver, c'est vrai en fait, il faut trouver, ouais, comme tu l'as dit, la personne Ouais. avec qui tu as le bon fit, tout simplement, pour faire ça. Mais en patinage artistique, on peut aussi le faire à des spectacles avec vraiment plusieurs patineurs artistiques de façon coordonnée avec des chorégraphies. C'est vrai que ça, je sais pas si j'en ai vu beaucoup. C'est-à-dire, voilà, 10-15 patineurs, patineuses artistiques qui font une danse coordonnée. Ça, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est proposé, hein, qui existe. Mhm. Oui, oui, Mm, c'est mm. quelque chose de très grand en fait avec Holiday on Ice qui font des Ouais. tournées dans toute l'Europe, avec Disney on Ice qui sont surtout aux États-Unis, mais aussi autre part dans le monde. Mais comme tu disais, des chorégraphies à plusieurs. Il y a aussi le patinage synchronisé. C'est aussi une discipline compétitive, pas olympique par contre, Mhm. mais il y a des championnats du monde aussi en patinage synchronisé où il y a 11 à 15 patineurs qui patinent ensemble sur la glace. Mm. Ah oui, là, ça demande ouais, la synchronisation. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Ça me fait Mais penser, ouais. là aussi, c'est une discipline qui me tentait pas trop. J'avais une entraîneuse quand j'avais 15 ou 16 ans qui a découvert le patinage synchronisé et qui voulait me faire patiner dans son équipe qu'elle avait créée. Et Ah, moi, je lui ai dit, écoute, non, c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que moi, je veux patiner seule. toute seule, Et ouais, ok. c'est ce que j'aimais plus Tu vas avoir que toute la de piste juste patiner pour dans tout toi. un groupe. Exact. Ok, ok. Euh, Sinon, qu'est-ce que j'avais comme question? Ouais, moi personnellement, j'ai vu ouais, des vidéos et des prestations de patinage artistique. C'est vrai que il y a aussi l'aspect art qui est super important. C'est vraiment une discipline, non seulement une discipline sportive, comme tu l'as dit, parce que ça quand même, ça nécessite, voilà, un effort physique, mais aussi cet aspect Mhm. art. Comment est-ce que tu fais pour choisir les mouvements, la bonne chorégraphie qui exprimerait le plus de choses pour une prestation. Il y a aussi une part de voilà d'artistique, enfin forcément d'artistique. Mhm. Les chorégraphies, est-ce que tu as des personnes qui t'aident pour faire les chorégraphies ou c'est plutôt toi toute seule qui fait ça? Oui, j'avais toujours quelqu'un qui m'aidait à faire mes chorégraphies. En fait, moi, je commençais toujours par choisir la musique, une musique que j'aimais bien, qui me passionnait. Peut-être que c'était une musique de film, peut-être que c'était juste, comme pour mon dernier programme, une musique qui passait à la radio que j'aimais bien, les Hmm, Imagine Dragons. Euh, ou sinon juste la musique sur laquelle patinait une autre patineuse que j'aimais bien. Quand j'étais plus petite, c'était la plupart du temps, c'était les musiques des filles qui terminaient dans les 10 premiers au championnat d'Europe que j'aimais bien. Et donc, je commençais par choisir une musique. Et puis après, on essayait de créer une idée de comment allait être le programme. Si, par exemple, sur une musique de film, on voulait raconter une histoire avec le programme. Et comme ça, progressivement, on essaie de vraiment créer quelque chose sur la musique. hmm. Ouais, Et ouais. je suis allée aux États-Unis pour m'entraîner pendant, je pense, 5 ou 6 années pendant l'été. Et on avait des chorégraphes là-bas, une chorégraphe japonaise et une chorégraphe russe qui nous aidaient à faire nos programmes. Ok. T'as beaucoup voyagé, hein, j'ai l'impression là avec du coup avec T'as fait combien de pays au total? T'en as fait Oh, beaucoup? beaucoup. T'en as fait beaucoup, hein? Ouais, juste pour participer aux compétitions, pour les entraînements, etc. Hmm. Oui, donc pour m'entraîner, je suis allée aux États-Unis pendant 5 ou 6 années ensuite. Puis des compétitions, j'en ai fait surtout en Europe, mais aussi, comme j'avais dit, aux Émirats arabes. Et c'est aussi quelque chose que j'aimais bien. J'aimais bien voyager pour des compétitions,
J'ai beaucoup aimé les compétitions aussi parce que j'avais certaines filles qui s'entraînaient avec moi, qui aimaient beaucoup patiner, qui aimaient faire leur programme, mais qui n'aimaient pas forcément faire des compétitions, qui aimaient juste ce côté sportif ou artistique, mais qui aimaient pas le côté compétitif. Et moi, c'est tout autour, les compétitions et de pouvoir voyager, et de pouvoir faire de nouvelles connaissances, euh, même de nouveaux amis, Mm. c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'aime aussi euh, toujours. Mm, mm. C'est vrai que dans la vie, il y a des métiers qui t'amènent naturellement à voyager. Et ouais, pour les personnes qui aiment voyager, c'est vraiment top en fait. Après, il y a d'autres métiers où c'est un peu moins propice et ça peut correspondre à d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est vrai que si on aime voyager, ça peut être vraiment intéressant d'identifier aussi un métier qui nous permet de voyager. Et là, en l'occurrence, indirectement, c'était quelque chose que tu aimais et qui te donnait la possibilité, le patinage artistique. Ok. Hum, Est-ce que euh, j'avais une question. euh, J'avais une question par rapport à l'idée de perfection. Est-ce que la perfection existe ou pas? La perfection, je pense. Parce que quand on fait du patinage artistique, quand on regarde les prestations, on a l'impression que tout est calculé, tout est réfléchi. Est-ce que c'est l'objectif d'un patineur artistique lorsqu'il fait une prestation, vraiment que ça soit tout parfait? Ou quelle est la bonne mentalité à avoir par rapport aux prestations à avoir? Je dirais que la perfection en tant que telle existe peut-être, mais chacun ou chacune a une différente approche. Donc, quand on est plus jeune, on essaie de s'améliorer de compétition en compétition, de vraiment apprendre de nouveaux éléments, de nouveaux sauts, de nouvelles pirouettes, et jusqu'à un niveau peut-être mondial ou olympique. Et je dirais que la perfection est atteinte quand on regarde le programme, on se perd dans le programme. On regarde plus les sauts, on regarde plus vraiment la pirouette, on n'essaie plus de définir quoi que ce soit une faute ou autre chose, mais qu'on se perd vraiment dans le programme qu'on regarde. Hmm. Lorsque C'est... c'est un peu en symbiose, enfin un peu fluide, en Mhm. symbiose. Ok. Ouais, exact. Quelque chose que très peu de patineurs ont atteint, mais je me rappelle très bien du programme libre des Allemands au JO de 2018, qui était vraiment parfait. C'était au milieu de la nuit, Il n'y avait pas enfin, d'erreur, voilà, on forcément, pouvait pas du tout faire une critique ou quoi que ce exact. soit. Et Mais c'est pas parce que. on savait qu'elle voulait gagner, enfin, la fille voulait gagner les JO depuis qu'elle était petite. C'était avec trois partenaires différents, je pense. Et euh, il y avait toujours soit un problème de pression, soit un problème de confiance, je ne sais plus trop quoi, mais on voyait déjà dans son regard, des deux en fait, quand ils commençaient leur programme au JO de Pyeongchang, ils savaient qu'ils allaient patiner pour la médaille d'or. Ils étaient dans un flot, disons, dans leur petite bulle. Et quand on regardait le programme, quand on les regardait patiner, ils étaient tellement proches de ce qu'on pourrait appeler la perfection qu'on s'est vraiment perdu dans leur programme. Hmm. Mais c'est pas parce que il n'y a pas de critique que finalement la prestation est touchante. Je pense que, je sais pas, pour qu'il y ait une prestation touchante, il faut, euh, il faut qu'il y ait une part voilà, de plaisir dans la prestation, mais même si je pense qu'il y a des petites erreurs, je pense pas que ça soit quelque chose
qui pourrait impacter voilà, le ressenti global, tu vois, de la prestation. Soit parce que tous les mouvements, je pense, qui ont été bien faits, que finalement le résultat global, il est super intéressant, je pense. Même s'il y a des petites Mm. erreurs et que au global, on sent quelque chose qui se dégage naturellement, je pense que ça peut être aussi une prestation qui est tout Oui, aussi c'est aussi intéressante, voire mieux. le sentiment que le patineur ou les patineurs Oui, peuvent transmettre au public. l'énergie, ouais, qu'il Mhm, dégage, ouais. Ok. mhm, mhm. Hmm. Ouais. Ok, intéressant. Hum, Alors, t'as d'autres sujets en tête? Moi, j'essaie de trouver d'autres questions. Je pense que on a bien discuté, bien parcouru ce métier-là. Hum, Et les pays où on a plus de patineurs et patineuses artistiques, quels sont-ils? C'est la Russie, tu m'as dit qu'il Ouais. y a, La Russie, le Japon aussi, puis les États-Unis. il y a le Maroc aussi, là. Ils ont une fédération de patin. Ah bon? Ok, Ils- Oui, ils ont une fédération de patin. ok. Il y a, Je pense enfin, que le football, c'est un peu plus que le patinage artistique au Maroc. ouais. Du coup, les Japonais, Je crains ça. du coup, les Oui, Japonais, les Japonais, les Chinois, ils ont beaucoup de patineurs en couple. hmm, Ils se sont vraiment spécialisés dans le patinage en couple, les Chinois. Puis la Corée du Sud, peut-être. À un moment, ils avaient beaucoup de patineuses assez proches du top mondial. hmm, Puis après, bah, en fait, hmm. c'est difficile. Il y a beaucoup de Russes qui habitent dans des pays différents. Et donc, du coup, beaucoup de nations ont des patineuses ou patineurs russes qui patinent pour eux. Ils ont beaucoup de nations qui patinent pour eux. Ok. Ah, qui. Des patineurs russes qui patinent pour des nations différentes. Ah, ok. Hmm, 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 Les hmm, Canadiens aussi sont pas mal non plus. hmm. Oui, mais tu sais, au Canada, quand les lacs Oui. sont glacés l'hiver, les gars jouent au hockey sur glace et les filles vont patiner. Donc c'est quelque chose de très naturel au Canada, je pense. Ouais, du coup, ouais, ça dépend un peu. Ouais, ce qui influe aussi, c'est ouais, la géographie. Mm, S'il fait froid et s'il peut y avoir des lacs glacés, ça encourage, exact. ça, ça encourage les personnes. Ok. Hum, ok, ok. Ah oui, c'est vrai que quand on fait du patinage artistique, c'est pas, voilà, c'est pas voilà, le métier le plus commun qui existe. Comment ça se passe aussi avec la famille, etc., quand on veut faire ce métier-là? Enfin, on peut avoir la famille qui peut nous encourager, etc., mais après, une famille peut aussi avoir un peu peur, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, peut-être plus d'incertitudes que si on prend un métier super classique. Comment est-ce que ça s'est fait pour toi? Je sais pas si enfin, je sais pas si tu as eu de la famille qui t'a bien encouragé pour ce Oui, métier. j'avais toujours mes parents et mes grands-parents qui étaient grands fans en fait de ce que je faisais, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont motivé aussi. Et à un moment donné, quand j'ai perdu ma motivation, bah, on essayait toujours de m'aider, mais comme je t'avais dit tout au début, mes parents voulaient toujours que j'ai quelque chose à côté du patinage parce qu'on ne sait jamais si on se blesse, si jamais on décide de faire autre chose parce que, autre chose devient plus intéressant que le patin. Mais si on a fait que le patin toute sa vie, bah, et rien à côté, mes parents étaient pas trop pour de faire que ça. Ils m'ont bien sûr motivée à faire ce que je veux. Ils m'ont beaucoup soutenu aussi avec ce que je faisais. Mais le trade-off, disons un peu, Mm, c'était que je fasse mes études à côté. Et c'est aussi quelque chose dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas que m'entraîner et faire que ça du matin au soir. J'avais toujours besoin pour moi-même de faire autre chose. Et même à l'école, si ça allait bien au patin, ça allait bien à l'école et vice-versa.
quand j'avais de bonnes notes à l'école, ça me motivait beaucoup pour le patin et à l'université, ça se poursuivait aussi. Donc, si j'avais de bons résultats au patin, ça m'a toujours motivé d'approfondir mes études et de progresser à ce niveau aussi. Mm, Donc, pour moi, c'était vraiment la symbiose entre ces deux choses, entre ces mondes très différents dont j'avais vraiment besoin. mm, mm. Hum, Oui, après, c'est vrai que après c'est pas évident des fois hein, pour les personnes qui voilà veulent suivre leur passion et qui ont pas beaucoup de soutien pour y arriver. Et après, ouais, toi, ce que tu dis, c'est que c'est pas plus, c'est aussi intéressant d'essayer de voilà de garder une roue de secours, voilà au cas où voilà, la passion ne se concrétise pas ou autre. Oui, Sachant que après, c'est aussi une question d'argent parce que le patinage artistique, c'est un sport vraiment très cher. Parlant juste des patins qui coûtent environ entre 500 et 1000 euros et les lames aussi. Donc là, du coup, c'est déjà quelque chose euh, où, quand on est petit, on a vraiment besoin de ses parents qui soient là pour nous financer notre sport, notre passion. Et ces dernières années, j'ai été vraiment très chanceuse d'être sponsorisée un peu par une marque de patins canadienne qui m'ont donné des patins et des lames mm, pour un échange que j'ai fait un peu de social media pour eux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit des interviews quand j'étais à des compétitions. Et oui, voilà, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup, beaucoup les patineurs si ils peuvent trouver quelqu'un comme les entreprises de patins, par exemple, qui peuvent nous aider au niveau de l'équipement qu'on a ok. pour un premier pas. Mm. Oui, ouais, c'est que les sponsors, c'est des fois indispensable hein, pour des passions qui sont coûteuses. Et ok, Oui, toi dans ton cas, parce que c'est pas évident en Autriche avec le patinage parce que il y a bien sûr le foot en premier, puis après le ski alpin. Et puis, toute la structure de sponsorisation en Autriche est différente. On sponsorise plutôt les jeunes que les sportifs à haut niveau adultes, disons, parce que comme c'est dans le foot ou comme c'est dans le ski alpin, quand on est dans les cadres, on a déjà les sponsors. Donc, le pays ne sponsorise plus les sportifs, comment dire, pas adultes, mais les sportifs en, en classe générale. Euh, et c'est quelque chose au patinage qui peut être difficile ou pas trop évident hmm, ok, ok. Et tes études, tu m'avais dit que c'était des études de droit, de c'est ça? droit. De droit, Mhm. ok. Parce que le droit pouvait te donner la possibilité de faire du journalisme ou non, t'avais pas forcément déjà en tête le. En fait, non, 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 pas du tout. En fait, je voulais faire des études de bio et nanotechnologie quand j'étais au lycée. Et j'ai cherché un curriculum qui allait avec cette idée, mais à Vienne, il n'y en avait pas. Donc, du coup, j'ai dû trouver autre chose qui allait soit me passionner, soit être oui, un peu plus intéressant que d'autres choses. Hmm, Euh, mais ma mère travaillant dans un tribunal et mon père étant juriste, je m'étais toujours dit que j'allais faire ni des études de droit, ni des études d'économie. Et donc, après, j'ai quand même terminé à faire des études de, 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 de droit droit. et d'économie à la fac d'économie à Vienne. C'était un peu, oui, enfin, c'était pas prévu du tout, mais c'était aussi la structure de ma fac qui m'a aidé à la choisir parce que, en fait, on ne devait pas être présent à la fac pour les cours, mais juste pour les examens.
ce que me disait bien parce que j'étais à la patinoire pour m'entraîner toute la journée et donc j'apprenais le soir chez moi et j'allais juste à la fac pour faire mes examens. Et Ok. voilà, Ouais, c'était un peu comme ça que mon choix s'est fait. ouais, ça te donnait du temps libre Mhm, pour t'entraîner. Sachant que les entraînements, exact. ça peut être assez intensif comme entraînement. C'était combien d'heures par jour tu faisais? C'était Euh, je faisais entre 4 et 8 heures par jour. 4 et 8 heures, ok. Ouais, il faut quand même aimer, faut quand même vraiment aimer le patinage Ce qu'on fait. artistique. Si on Et fait ça oui. tous les jours, 4 à Mhm, 8 heures par jour, ok. ouais. Mais après, j'ai aussi bien réussi à combiner le patinage artistique avec mes études parce que, en fait, mon mémoire, je l'ai écrit sur une patineuse, mais à vitesse allemande, où c'était une question de dopage, en fait. Ok. Le mémoire, c'était dans le cadre de tes études sur le droit. Mhm, Ok. Bah, en fait, j'avais une idée aussi qui me venait en tête, c'est qu'il y a aussi une partie très liée à la physique, lorsqu'on fait du patinage mhm. artistique, à la glisse. Euh, je sais pas si ça c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, vu que tu as fait une terminale scientifique. Tu sais un peu regarder le design des patins à glace pour optimiser la glisse, et même les costumes peut-être. Je sais pas si les costumes c'est des costumes faits pour optimiser aussi, je sais pas, la rotation, les mouvements, les chorégraphies. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant hein, si tu aimes le patinage artistique. Je sais pas si c'était quelque chose que tu avais envisagé de ton côté. Après, c'est Euh, assez pointu et on est vraiment dans la science mhm, de mhm. recherche. Ben, en fait, on en avait parlé à propos des lames avec Jacksons, dont j'ai les patins et les lames aussi, qui essayait toujours de trouver quelque chose pour améliorer les patins, pour améliorer les pics. Euh, mais j'en avais parlé aussi à un coach aux États-Unis, euh, parce que, en fait, les lames, elles sont pas plates, droites, mais elles sont un peu courbées. Et c'est ça, en fait, avec les pics et la courbe des lames, qui nous permet vraiment de pouvoir tourner les pirouettes et de pouvoir sauter et de pouvoir ratterrir. Mm. Et oui, Oui, c'est quelque chose qui peut vraiment, cette courbe dans les lames peut vraiment faire une grande différence quand elle est plus grande ou plus plus plate, disons. petite, Et ouais, ouais. et aussi la taille des lames. Parce que les danseurs sur glace, par exemple, leurs lames sont beaucoup plus courtes que celles des patineurs artistiques. Ok. Et que c'est quelque chose que je ne savais pas au départ, mais que j'ai découvert en fait en parlant aux gens euh, qui soit s'occupaient de mes lames, soit en parlant aux entraîneurs. Mm. C'est vrai qu'il faut avoir aussi un très bon matériel et le matériel joue aussi sur ouais, sur la performance. Et sinon, par rapport aux costumes, ça impacte beaucoup moins. Les costumes, non, les costumes, c'est juste J'ai en fait pour être à jamais l'aise. entendu Ouais, parler que les costumes auraient peut-être. Mm-mm. C'est ok. vraiment quelque chose C'est les patins, qui va avec la musique. Ouais. ouais. Ok. Et après, t'as abordé le sujet du dopage. Moi, ce que Mhm. j'avais bien en tête, tu sais, pour des sports où il y a beaucoup d'endurance, etc., où le dopage, ça peut être un moyen de d'être plus fort. Mais là, pour le patinage artistique, les prestations restent assez courtes finalement. Du coup, le dopage, c'est au niveau de quel aspect? Parce que physiquement, est-ce que ça joue autant le fait d'être dopé ou pas, sachant que la prestation sont plutôt courtes, non? Les prestations de patinage artistique. C'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la même question, mais en fait, il faut pas oublier qu'un programme long fait 4 minutes, mais c'est très intensif. À la C'est fin, vraiment, ouais, ouais. c'est pas, ça a l'air court peut-être, mais À la fin, on est en sueur. c'est intense, c'est vraiment intense. Et donc là, quand on n'est pas en forme,
on voit bien que ces 4 minutes peuvent être très très longs aussi. Et là, on a vu malheureusement avec cette crise du Covid que certaines patineuses russes, ben, il y a bien sûr eu ce grand scandale des JO à Sochi aussi, mais certaines patineuses russes qui, il paraît, avaient cette maladie du Covid, euh, revenaient en compétition, mais en pleine forme, le jour après avoir patiné pas bien, sans pouvoir vraiment bien respirer, le jour suivant, comme rien ne s'était jamais passé. Et Mm. donc là, du coup, on voyait bien sûr que il y a dû y avoir une certaine substance qui a pu les aider. Ok, ok. C'est vrai que Oui, gagner une c'est pas la même compétition en forme. étant dopé, la sensation intérieurement, tu te dis que c'est pas grâce à toi, tu sais finalement à 100% que tu as Mm. gagné. Je sais pas si c'est une sensation qui est super agréable aussi, parce que le plaisir aussi de gagner, c'est de se dire voilà, on a travaillé et c'est moi qui Mhm. a qui a réussi à faire cette prestation-là. Quand on est aidé par une substance, le bonheur pour moi, c'est une illusion. C'est une illusion, on le Oui, sent exact. pas Mais vraiment. moi, C'est ça pas. m'a jamais tenté d'aller dans cette direction, de prendre des substances interdites. je- Parce que, eh bien, comme tu disais, tu veux avoir cette sensation, c'est moi qui ai Ouais. fait tout ça, c'est mon travail qui m'a vraiment mené à atteindre ce résultat. Et la différence, c'est que là, notre définition, elle se base d'un bonheur intérieur, mais quand on gagne avec du dopage, il y a aussi l'aspect, on est content parce que les autres nous voient gagner, et du coup, cette image des autres, c'est aussi quelque chose peut-être que des personnes recherchent et et qui justifie aussi le fait que certaines personnes se dopent. Tu vois, du coup, cette sensation intérieure de satisfaction, ils l'ont pas, mais ce qu'ils ont en contrepartie, c'est le fait, le regard des autres, c'est le fait voilà, d'être vu, considéré, apprécié par la communauté et par le monde Mm. de façon plus générale. Oui, et ça peut poser problème aussi parce que dans le monde du patinage artistique, on est habitué à être jugé par les autres. Et comme tu disais, ce regard des autres, ça peut être quelque chose qui soit peut nuire au patineur, soit enfin, nuire parce que ils vont aller dans la direction du dopage, soit nuire parce qu'ils vont faire une dépression, parce que en fait, ils ont l'impression que c'est injuste, soit ça peut les pousser à vraiment travailler et à atteindre de grands buts. Mm, Mais c'est toujours quelque chose de très, très important et quelque chose qui va avec. mm, C'est mm. intéressant en fait parce que quand j'étais à Sochi au JO où j'ai travaillé pour l'Olympic News Service aussi en interviewant les patineurs, j'ai rencontré quelqu'un dans le centre de presse que je connaissais pas mais qui est venu. Enfin, j'étais avec une amie qui travaillait avec moi, qui est venue vers nous. Elle aussi était patineuse et qui nous dit il faut que je discute avec vous de quelque chose qui m'est vraiment important. Je pense que le patinage artistique n'est pas un sport et que le patinage artistique est quelque chose qui n'a rien perdu au JO. Nous deux, on le regardait comme ça, on se regardait entre nous. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui te fait penser que le patinage artistique ne soit pas un sport? C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose d'artistique, de beau, mais pourquoi c'est pas un sport? Et lui, il me disait, bah, je sais bien que c'est physique, j'aimerais bien pouvoir patiner, je ne suis pas capable de me tenir debout sur des Mm. lames, mais en fait, c'est quelque chose qui donne le résultat à la base de notes, d'un jugement. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le patinage artistique n'est pas un sport. On se regardait encore entre nous avec mon amie, elle patineuse, moi patineuse. On lui fait bon, Mais elle disait, elle c'est considère que bien c'est pas un d'avoir. sport parce que c'est noté, mais il y a tous les Parce que sports. c'est noté par. Mhm. Dans tous Bah, les après, sports, je lui ai dit bah, le saut de ski, c'est aussi quelque chose qui est noté. Non, mais il y a une composante objective, la distance que tu sautes, qui n'existe pas dans le patinage artistique. Puis après, j'ai essayé de lui expliquer le système de notation avec les valeurs des sauts et les valeurs des pirouettes. Et lui était persuadé que non, c'était pas un sport parce que en fait, c'est juste le résultat d'un jugement. Mm, mm.
C'était intéressant comme conversation avec lui. Donc après, je lui ai demandé, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il fait au JO lui? Il me fait, en fait, je suis là pour écrire de tout, pour oui, tout ce qui se passe au JO, sauf le sport. Bon, après, c'est encore quelque chose qui m'a fait réfléchir, mais pourquoi quelqu'un allait accréditer un journaliste pour vraiment écrire sur toutes sortes de choses, sauf le sport, dans la compétition de sport la plus importante qui existe, les JO. Hmm. C'est quelque chose de remarquable que j'ai jamais entendu avant ni après, mais Hmm. En vraiment fait, très très bizarre. le fait que ça soit un sport, je pense que c'est, c'est, c'est le cas parce que il y a un effort physique qui est produit. Et je pense que Mm, le sujet sur lequel lui il voulait insister, c'est le fait de comparer en fait les prestations. Des fois, c'est difficile mm, de comparer des prestations. Tu vois, c'est un peu subjectif. Voilà, pourquoi on ouais. pourrait dire qu'une prestation est meilleure que l'autre, alors que si on regarde le foot ou ou le basketball ou d'autres sports Mhm, comme ces sports-là, on a vraiment les buts, soit il y a but, soit il n'y a pas but. Même si on a bien joué, finalement, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Et du mhm, coup, c'est vrai que peut-être dans le patinage artistique, ce qui est un peu plus subtil et un peu plus compliqué, c'est là le mhm. côté compétition. Compétition, notation, qui a gagné, qui est le meilleur, qui est la meilleure. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que voilà, il y a aussi une part de subjectivité, même si, comme tu l'as dit, il y a des grilles de notation qui essaient d'être objectifs. Mais c'est peut-être sur l'aspect compétition qui est un peu moins Mhm. clair et moins transparent et direct que d'autres compétitions. Mm, bien Peut-être, sûr. peut-être. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme sujet intéressant? Et toi, de ton côté, ah oui, je voulais te parler, est-ce que tu as des personnes, des patineuses artistiques qui t'inspirent beaucoup, qui t'ont aidé aussi dans ton chemin de patineuse artistique, ou c'était vraiment quelque chose de très personnel, ou bien, comme je viens de le dire, est-ce que tu as regardé aussi des patineurs artistiques qui t'ont inspiré? Je sais pas si je pensais aussi à l'idée d'écrire des livres pour partager son expérience, pour aussi regarder la vision du métier, du sport par d'autres personnes. En fait, j'ai toujours beaucoup admiré l'Italienne Carolina Costner, qui était championne d'Europe 5 ou 6 fois et aussi championne du monde. Et j'ai eu le plaisir de m'entraîner avec elle pendant tout un été. Ah, Euh, ça et c'est incroyable comme sensation ça m'a quand tu admires oui, quelqu'un et ensuite... impressionné encore plus. Et c'était, je pense, l'année après qu'elle ait gagné ses premiers championnats d'Europe. Et c'était vraiment c'était impressionnant de la de voir voir comment elle s'entraîne, d'avoir aussi un peu de contact, de pouvoir échanger et partager. parler à son idole, en fait. Ouais. Quelque chose de complètement incroyable qu'un an avant, je pensais même pas de la rencontrer un jour dans ma vie. Et après, oui, c'était en fait un stage de patinage international où par chance, j'ai eu une place. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ça m'a motivé encore plus. Et ce qui me motivait aussi, c'était quand j'allais à des grandes compétitions, voire Grand Prix au championnat d'Europe, de regarder non pas seulement les compétitions, mais aussi les entraînements et de voir comment les filles ou les garçons s'entraînaient et comment, même si les entraînements n'allaient pas bien, ils ont quand même essayé de faire de leur mieux. Ils ont quand même réussi à atteindre un meilleur résultat, même en compétition. Voilà. Et un autre patineur, c'est un patineur tchèque que j'aimais beaucoup, Tomáš Verna. Lui aussi patiné avec la même équipe dans ce même stage où j'ai eu la chance de participer. Et 1 an ou 2 ans plus tard, lui aussi a gagné les championnats d'Europe. Ok. Et voilà, c'était toujours quelqu'un de... J'imaginais toujours les patineurs.
un peu snob, tu vois, un peu euh, Ça dépend, ouais, dans des leur personnes. monde. Mais quand j'ai eu la chance de m'entraîner avec ces deux-là, je voyais vraiment que c'est des personnes comme tout le monde, comme toi et moi, mais qui aimaient juste faire leur sport et qui aimaient juste réussir à faire ce qu'ils aiment. Et Hmm, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. hmm, ok. Mm. Intéressant. Et j'avais vu, t'avais gagné des médailles, hein, finalement. T'avais gagné des médailles en compétition. Comment c'était pour toi cette sensation? Mhm. T'avais gagné une médaille de, je sais plus, de bronze, c'était à Oui, quelle compétition j'ai? j'ai gagné deux médailles d'argent au championnat de Vienne. Ok, J'ai gagné je pense que c'était la dernière photo que j'ai postée. C'était une médaille de bronze à une compétition internationale en Hongrie en 2013. Euh, oui, en fait, c'était marrant quand j'ai gagné ma première compétition. J'ai dû avoir 16 ans ou 17 ans. Je m'y attendais vraiment pas. C'était juste une petite compétition nationale, mais quand même, je m'y attendais pas et j'ai pleuré. Genre, j'y ouais, tu crois t'y pas. attendais pas C'est du quelque tout. chose. Ouh. Tu le faisais pour le Et plaisir, t'étais venu pour le plaisir, t'as fait ta prestation pour le exact. plaisir et Mais finalement, finalement ça a chaque payé. compétition est différente et chaque médaille est différente. Parfois, c'est une médaille d'argent, c'est une médaille d'argent de gagner. C'est pas une médaille d'or que tu as perdue, mais une médaille d'argent que tu as gagnée. Hmm, Et il y a d'autres compétitions où si tu gagnes une médaille de bronze, tu es vraiment déçu parce que, en fait, ta performance était meilleure, mais tu penses que le résultat est injuste ou peut-être que tu aurais pu gagner, mais tu as fait des fautes, donc du coup, tu as perdu une médaille d'argent, même une médaille d'or. Et d'autres fois, c'est complètement le contraire. hmm, hmm. Et toi, cet aspect C'est toujours compétition, tu différent. m'avais dit qu'il te plaît Mhm, beaucoup quand même, cet aspect compétition. Cet aspect, mhm. voilà, être noté, essayer de d'être la meilleure lors de la compétition, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Parce que moi, je regarde, je sais pas si je suis très très compétiteur. Moi, par exemple, quand je fais des foot, j'en fais pas souvent, mais tu vois, le fait de gagner, pour moi, c'est pas la finalité en soi. Tu vois, la finalité, c'est juste de passer du bon temps entre amis et de prendre du plaisir à jouer du football. Après, je sais que pour moi, la compétition, c'est pas, je sais pas si c'est quelque chose qui me plaît le plus. Mais c'est aussi une motivation pour être excellent, j'imagine. Essayer de, de s'améliorer, de voir ce que font les autres et essayer de faire mieux peut-être. Ça peut être aussi un plaisir de tendre vers l'excellence, tendre vers la perfection Oui, et c'est peut-être. impressionnant ce que l'adrénaline peut faire avec toi, avec ton corps, avec ta motivation. Parce que ça m'est déjà arrivé d'aller à une compétition en n'étant pas trop motivée, disant genre, oui, en fait, je suis là, mais je sais pas trop si je vais bien réussir ou pas. Mais le jour de la compétition, une heure avant la compétition, j'étais là, j'étais motivée, je sentais cette adrénaline et c'était un sentiment que j'aimais beaucoup, beaucoup. Hmm. L'adrénaline qui arrive, ouais, dès que tu commences, t'as les Mhm, spectateurs, t'as les gens qui te regardent, et là du coup tu sais que c'est à toi de jouer, quoi. Et je exact. voulais aussi sur le fait de la concentration, c'est super important ça, parce qu'en vrai quand on voit les Mhm. patineurs artistiques, c'est aussi l'art de la concentration, l'art de faire aussi abstraction des spectateurs, parce que des fois on peut faire une prestation devant quand même beaucoup de personnes. Euh, comment ça se passe? T'es vraiment dans ta bulle pour faire une prestation réussie, c'est-à-dire que t'es toi et ta musique en fait, toi, ta musique et la chorégraphie que t'as en tête. Mm. C'est ça la Oui, clé, c'est en aussi une fait, des clés du. il faut vraiment focaliser sur ce qu'on fait. Il faut surtout pas perdre sa concentration quand on est dans son programme. Et c'est pas parce qu'on vit dans le moment, parce qu'on est dans son programme, parce qu'on est bien à l'aise dans son programme qu'on perd la concentration. On est vraiment très focalisé sur ce qu'on fait. Et moi, c'était marrant. Parfois, j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais que je voyais rien autour. Je voyais juste moi, peut-être mes bras ou mes pieds. Hmm. Mais rien autour. Je ne voyais pas les jus, je ne voyais pas la glace ni rien, mais je me voyais juste moi en faisant ce que je fais. Hmm. C'était la plupart du temps, je ne voyais rien quand j'étais très très nerveuse. Mais parfois, quand j'étais plus relaxée dans mon programme, je voyais peut-être la glace, peut-être les juges,
et quand je me rappelle mes derniers championnats d'Autriche, je voyais tout autour, je voyais le public, je voyais ma mère qui était assise dans le public, me regarder faire ma performance, je voyais les juges qui, avec leur regard critique. Mais c'est quoi le mieux, de ne C'était, voir plus personne ou de... Parce que quand tu vois plus personne, c'est que tu es vraiment concentré, c'est ça l'idéal, non? hmm, On est d'accord, ouais. c'est pas que j'étais pas concentrée, mais j'étais tellement dans mon flow que j'ai vraiment pu apprécier ce que je fais. Que j'ai. C'est pas que. Parfois, quand tu vois plus rien, tu es trop proche de l'angoisse. Et quand Ah bon, ok. tu peux être concentré, mais quand même essayer de vivre le moment, disons. Hmm. C'est vrai que quand tu vois les autres, tu es aussi en connexion avec les autres. Du coup, tu partages aussi ta prestation avec les autres. Mhm, Alors que quand tu exact. fais Ouais. abstraction avec les autres, c'est pas le but aussi, hein, de faire la Mm, prestation que pour soi, hein. Du coup, c'est vrai que peut-être que tu prends mm, peut-être mm, plus de mm, plaisir quand tu fais ta prestation en étant avec les autres en même temps. Ouais. mm. Oui, et quand tu es trop proche de ce sentiment d'angoisse, hum, tu peux pas vraiment sentir ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Tu es, Hmm. tu as trop peur de ne pas réussir, donc du coup, ça te donne pas trop de plaisir, voire pas du tout de plaisir. Alors que si tu es vraiment bien dans ton flow et que tu réussis bien et que tu vois aussi ou que tu sens même ce qui se passe à l'extérieur, c'est ça dont tu prends plaisir. Parce que Hmm. tu vois que les gens apprécient ce que tu fais et c'est ça qui te donne le plaisir. Mm, mm. Ouais, c'est comme tout, hein, j'ai l'impression, hein, c'est quand on partage les choses, peut-être que ça prend encore plus d'ampleur par rapport au plaisir. Euh, Mm. ok, très bien. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres sujets dont, dont je voulais parler? Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, Mm. on a bien discuté sur le patinage artistique. Et je vois que ça fait à peu près 1 heure qu'on discute. Euh, Ouais, le temps passe vite, le, c'est incroyable. le temps passe vite quand on parle de sa passion en podcast. Et Euh, oui. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ce podcast? Moi, ce que je note, c'est qu'on pourra te retrouver en tant que spécialiste technique pour certaines compétitions. Du coup, ça sera toi, Victoria, qui va faire les notations pour certaines Et compétitions. oui. On espère que tu vas être partial. Non, pardon, c'est Ouais, impartial, je je crois. ferai de mon mieux Tu feras pour rester neutre pour rester neutre. au meilleur possible. Ouais. Ok. Et éventuellement, peut-être aux Jeux Olympiques, tu pourras, je sais pas si c'est maintenant ou ça prend peut-être un peu plus de temps avant d'être spécialiste technique. Peut-être pour les Jeux Olympiques, tu pourras également Mm. faire des notations pour ces compétitions-là. Oui, c'est vraiment un grand rêve. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire, mais ça prendra encore quelques petites Quelques années années de formation, d'expérience. Ok, ça marche. d'expérience et de formation, oui. Très bien. Ben, je sais pas si tu as d'autres choses à partager avant la fin de ce podcast ou t'avais peut-être un autre élément, je sais pas, ou pas. Je pense qu'on Quelque a. chose que j'aimerais bien partager, c'est que parfois dans la vie, il faut juste aller avec sa passion, ne pas se laisser euh, trop impressionné par le monde autour parce que ce que font les autres, c'est plus normal, disons, parce que je pense que c'est pas le chemin le plus normal qu'on puisse prendre, de vraiment décider à l'âge de 15 17 ans, enfin, de devenir patineuse artistique. Mais si on a une passion, s'il y a quelque chose qu'on aime bien faire, s'il y a quelque chose dans laquelle on veut vraiment s'investir, ça vaut vraiment le coup de le faire. De risquer un peu, disons, mais ça vaut vraiment le coup. Ok. Je suis complètement d'accord avec toi et effectivement,
faut savoir sur sa passion, même si des fois ça peut être un peu compliqué. Et je pense que la récompense, elle est toujours présente lorsqu'on suit sa passion. Bah, sur cette phrase de fin, je te remercie beaucoup, Victoria, d'avoir accepté Merci, mon invitation pour ce avec grand podcast. plaisir. Et voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée, une bonne continuation, et j'espère qu'on aura l'occasion de Merci. se reparler de patinage artistique un peu plus tard pour suivre ton parcours dans ce domaine-là. Je te Ça ferait remercie. certainement plaisir. Merci à toi.